Un jeu vidéo, ça raconte pas uniquement une histoire à travers les dialogues et les cinématiques. Non, ça c'est ce qu'on appelle un film. Un jeu vidéo, ça raconte aussi une histoire à travers le jeu lui-même, le gameplay. Il y a plusieurs façons qu'on peut utiliser pour raconter l'histoire à travers le gameplay. On peut le faire à l'aide de moments scriptés, on peut le faire à l'aide de morceaux de texte qu'on récupère un peu partout, on peut même le faire à travers les quêtes qu'on donne aux joueurs. Mais une autre façon qu'on peut le faire, et qui, à mes yeux, est absolument pas négligeable, c'est ce qu'on appelle la narration environnementale. C'est un terme que les plus gamers d'entre vous avaient probablement déjà entendu, mais peut-être que vous ne savez pas complètement ce que ça veut dire. Dans cette capsule, on va se pencher sur ce qu'est la narration environnementale, on va ensuite regarder c'est quoi les 5 types de narration environnementale qu'on retrouve dans le jeu vidéo, et je vais conclure avec quelques trucs et astuces que je peux vous donner pour vous aider à réussir votre narration environnementale dans vos propres projets. Bonne écoute! Comme je l'ai mentionné dans l'intro, la narration environnementale, c'est une façon de raconter l'histoire ou des histoires dans notre jeu. En gros, on utilise l'environnement de notre jeu lui-même, que ce soit en 2D ou en 3D, pour raconter l'histoire du monde dans lequel évolue notre personnage ainsi que l'histoire de ses habitants. Dans la trame narrative d'un jeu, on retrouve essentiellement 3 niveaux, 3 couches à la construction de l'histoire. La première couche est celle qui nous est le plus souvent et le plus facilement communiquée, ce qu'on appelle la construction du monde, ou en anglais le world building. Ça, c'est tout ce qui découle de l'univers et de l'histoire dans lesquels le jeu évolue. Les religions, les politiques, les conflits, l'histoire avec un grand H, etc. Parfois, ça touche directement notre personnage, comme dans Mass Effect par exemple, alors qu'ailleurs, c'est une trame d'arrière-plan qui affecte indirectement les événements du jeu. La construction du monde, on la communique souvent par le biais de cinématiques, de codex, de dialogues avec des NPC, etc. La deuxième couche, c'est le design de niveau, donc le positionnement et la conception des éléments de notre niveau. Puisque j'ai une capsule complète qui traite de ce sujet-là, je ne m'attarderai pas ici sur ce qu'est le design de niveau, mais je tiens quand même à souligner que, oui, le design de niveau affecte la trame narrative du jeu, parce qu'il affecte directement comment le joueur perçoit son environnement à travers du gameplay. La troisième et dernière couche, c'est la fameuse narration environnementale. Ici, on s'attarde aux détails, aux éléments ajoutés qui n'ont pas nécessairement un impact direct sur la jouabilité, mais qui permettent de sentir un vécu dans le monde du niveau. La narration environnementale, c'est une sorte d'extra, si on veut, qui requiert une pensée curieuse et une attention particulière aux détails de la part du joueur. Le joueur qui ne cherche qu'à jouer au jeu et à compléter les objectifs risque de jamais remarquer cette couche de la trame narrative. Lui, il ne reste qu'à la première et à la deuxième couche. La narration environnementale impacte principalement celles et ceux qui s'imprègnent réellement du monde dans lequel le jeu vit. La narration environnementale suit le principe cinématographique du show don't tell, ou en français, le montrer ne pas raconter. C'est-à-dire qu'on force pas le joueur à entendre notre histoire, mais on lui montre un monde détaillé, rempli d'une vie implicite, et on le laisse choisir de l'accepter ou non. En temps normal, la narration environnementale est à plus petite échelle que les deux autres couches de la trame narrative. Elle ne va pas raconter nécessairement des événements d'envergure massive, mais plutôt des moments spécifiques, des vécus, des personnages fictifs de ce monde qui est lui aussi fictif. Dans son excellent article Environmental Storytelling in Video Games, Brandon Dolinsky nous propose 5 types de narration environnementale qui nous permettent de bien visualiser diverses façons d'intégrer ce type de narration dans nos projets. Les voici. Premièrement, il y a la narration environnementale intégrée. Ça, c'est le type de narration environnementale le plus commun et le plus typique. C'est statique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'objets ou de détails qui ne bougent pas et qui sont placés volontairement par le développeur. Ce type de narration ne requiert aucune interaction par le joueur, autre que de regarder. Comme une peinture dans un musée. C'est beau, c'est intéressant, ça ajoute de la valeur, mais on n'y touche pas. Des exemples de ce type de narration, il y en a beaucoup. Ça pourrait être une texture de traces de pneus sur une route, un gâteau de fête à moitié mangé sur une table, une manette encastrée dans l'écran de l'ordinateur d'un gamer, ou même un squelette sur un bol de toilette, comme on retrouve parfois dans les jeux Fallout. Deuxièmement, il y a la narration environnementale émergente,
Contrairement au premier type, cette narration-là n'est pas nécessairement prévue à l'avance, puisqu'elle se développe via les actions du joueur ou de l'IA. Le joueur fait X actions, ce qui cause Y changements, ce qui alterne l'environnement et lui donne une apparence de Z. L'exemple le plus simple à utiliser, c'est dans un jeu de tir. Le joueur affronte des ennemis, des NPC, qu'il élimine. Les corps se retrouvent au sol de toutes sortes de façons. Il y en a un qui gise en croix en plein milieu de la pièce, l'autre est tombé à moitié debout sur une clôture, l'autre flotte sur l'eau, par exemple. L'après-coup devient une forme de narration environnementale, alors que le joueur laisse derrière lui un champ de bataille rempli de mini-histoires pour chaque NPC éliminé. Un autre exemple pourrait être dans un jeu comme Red Faction Guerrilla, No Man's Sky ou même Minecraft, où le joueur peut complètement altérer l'apparence du monde autour de lui en détruisant ou construisant son environnement. Encore là, la responsabilité d'une certaine façon de la narration environnementale émergente est dans les mains du joueur, qui utilise une certaine forme de liberté pour raconter sa propre histoire. Le développeur, lui, place les outils dans les mains du joueur. Il peut placer certains éléments, comme par exemple un baril explosif à un endroit stratégique, mais il ne pourra jamais prédire entièrement les actions du joueur. Troisièmement, il y a la narration environnementale dans le design spatial. Ici, on fusionne un peu le design de niveau avec la narration environnementale. Le positionnement des éléments de l'environnement raconte lui-même une certaine histoire. La taille massive des gratte-ciels dans Cyberpunk 2077 laisse sous-entendre une densité urbaine incroyable, en plus de démontrer une certaine richesse au niveau des corporations qui les possèdent. Le positionnement du château Dimitrescu, qui surplombe le village appauvri dans Resident Evil Village, nous permet certainement de comprendre la puissance de cette famille et son influence sur le reste du village. Encore une fois, comprendrez ici que le but est de laisser l'environnement parler par lui-même. Cette fois, il le fait avec son positionnement et son échelle de grandeur. Quatrièmement, il y a la narration environnementale interactive. Comme son nom l'indique bien, cette forme de narration environnementale nécessite une certaine forme d'interaction par le joueur. L'idée, ici, c'est de placer le joueur dans un rôle un peu de détective. L'histoire de cette forme de narration n'est pas nécessairement évidente. Elle requiert un certain niveau de déduction ou du moins de mémoire. Le joueur peut avoir à manipuler un objet pour y découvrir un détail caché, ou encore peut avoir à trouver plusieurs détails dans un lieu pour bien comprendre l'histoire d'un personnage. Une voiture abandonnée avec le coffre ouvert, ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose par elle-même, mais si, après un peu de recherche par le joueur, on trouve aussi une mallette au sol avec des billets de banque éparpillés et des traces de pneus, on pourrait présumer qu'il y a eu un deal qui s'est mal terminé, ou encore peut-être même un cambriolage qui a été raté. Cinquièmement et dernièrement, il y a la narration environnementale dans l'atmosphère. Ici, ce sont des effets visuels et sonores qui racontent une histoire, et non des objets physiques. Du brouillard, de la pluie, de la neige ou encore des explosions au lointain, ces éléments ajoutés ne font pas juste contribuer à l'ambiance du niveau, ils permettent de véhiculer une atmosphère émotionnelle ou encore des événements qui sont hors du champ de vision du joueur. Le mauvais temps, dans Alan Wake 2, c'est pas juste là pour être beau, ça permet de vivre et d'accentuer le danger dans lequel se retrouve Saga. Les coups de feu et les sons d'hélicoptère dans Quarantine Zone The Last Check nous rappellent la vie, ou plutôt la survie, du monde de zombies dans lequel on se trouve. La narration environnementale, c'est le genre d'affaires qui entre dans la catégorie des faciles à dire, difficiles à faire, ou du moins difficiles à bien faire. Je tenais donc à vous donner divers trucs et astuces pour bien réaliser votre narration environnementale tirée de mes recherches. D'abord, il ne faut pas sous-estimer l'ampleur que peut avoir la narration environnementale. Chaque, et je dis bien chaque, décision relative à l'art environnemental de vos niveaux peut découler de la narration environnementale. Le choix des objets dans le niveau peut décrire le monde dans lequel on se trouve. Dans Fallout, par exemple, le choix de l'esthétique des objets établit le style rétro-futuriste nucléaire pour lequel la série est bien connue. Le choix des positionnements des objets, comme on l'a vu plus tôt, peut aussi indiquer et raconter les histoires du niveau. Et même, le choix des textures et matériaux peut décrire le ressenti du monde. Des murs sales, comme dans Star Wars Outlaws, montrent un environnement appauvri par l'Empire, alors que les murs super propres et reluisants montrent un environnement soigné, riche, comme l'Empire lui-même.
Ensuite, une bonne narration environnementale, ça crée de l'émotion. Je le mentionne dans plusieurs de mes capsules et je le redis ici, un jeu vidéo, c'est une expérience émotionnelle. On vit des émotions de tout genre quand on joue un jeu, et la narration environnementale, pour être fonctionnelle, doit contribuer à la création ou à la mise en valeur de ces émotions-là. Une bonne narration environnementale, c'est logique et constant. Elle respecte le monde déjà établi du jeu ainsi que la logique, bien sûr. Il est donc important de s'assurer de bien comprendre le monde et son histoire pour pouvoir utiliser la narration environnementale comme support à la trame narrative globale. Après tout, la narration environnementale supporte l'immersion dans le monde du jeu. Faites attention à la logique des détails que vous mettez en place. Le joueur doit croire en ce que vous lui proposez. Si vous placez un mur effondré, par exemple, assurez-vous de placer les morceaux de briques de façon crédible et réaliste. Vous ajoutez une texture de mégots de cigarettes sur votre trottoir, placez-les logiquement là où des fumeurs se tiendraient, comme en dessous d'un toit pour éviter la pluie, par exemple. Pour vous aider, référez-vous à la meilleure source d'inspiration de narration environnementale qui existe, le monde réel. Allez vous promener un peu en ville et observez vos alentours. C'est une mine incroyable d'idées, de détails qui peuvent contribuer à inspirer votre monde fictif. Sauf peut-être si votre monde fictif est sur la Lune, là c'est peut-être un petit peu plus difficile. Les meilleurs types de narration environnementale sont subtils et font place à l'imagination. La narration environnementale interactive, que nous avons discuté précédemment, permet aux joueurs de se sentir maître de ses découvertes. Il n'y a pas nécessairement l'impression qu'on lui raconte une histoire, mais plutôt qu'il découvre lui-même une histoire qui a eu lieu. Pour finir, un dernier conseil pour la route qui devrait être assez facile à appliquer, allez voir d'autres jeux qui sont reconnus pour la qualité de leur narration environnementale, et prenez le temps de vraiment l'observer. Allez jouer à The Last of Us ou Fallout par exemple, et ignorez un peu le pow-pow pour mettre votre attention sur l'environnement. Regardez comment eux l'ont fait, et peut-être que vos propres idées pourront surgir suite à ces exemples-là. Au final, la narration environnementale, comme toutes les autres formes de narration d'ailleurs, c'est un art, pas une science. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses. Prenez ce que je vous ai dit dans cette capsule plus comme un guide, pas nécessairement comme des règles absolues. Libre à vous de choisir comment vous allez raconter vos propres histoires. La narration environnementale, ce n'est qu'une façon de faire parmi tant d'autres. Pour plus d'informations sur la narration environnementale, je vous invite à aller consulter les sources que j'ai utilisées pour cette capsule. Les voici. L'article Game Design Environmental Storytelling par John Mulholland, publié en août 2023 sur le site medium.com. L'article Environmental Storytelling in Video Games par Brendan Dolinsky, publié à une date non précisée sur le site gamedesignskills.com. L'article Environmental Storytelling par Bart Stewart, publié en novembre 2015 sur le site gamedeveloper.com. L'article Environmental Storytelling in Video Games, Crafting Narratives Beyond Words, écrit par Youssef P. Siran, Darius Mizar et Christophe A. Siran, publié dans le livre From Pixels to Play, The Art and Science of Video Games en septembre 2025. Et finalement, l'article Environmental Storytelling in Game Design, How Atomfall Crafts Immersive Narratives Without Words par Nerina Van Wyck, publié en mai 2025 sur le site ultimategaming.substack.com. Merci pour votre écoute et à la prochaine.